Bonjour à tous. Merci déjà à tous ceux qui sont présents. Vous êtes au bon endroit. On va bien parler de la brochure IGRO donc, de PMP. On attend encore un tout petit peu que tout le monde puisse nous rejoindre. D'ici quelques minutes, on commencera la présentation. À ceux qui sont déjà présents, je préviens qu'il y aura un petit sondage qui sera réalisé en fin de présentation. C'est 3-4 questions, rien de bien long. Et alors, il y a également donc une petite fonction ici qui permet de poser vos questions. Donc, les questions sont adressées dans cette partie questions-réponses et non dans le chat, s'il vous plaît. C'est plus facile pour nous pour suivre l'ensemble des questions et y adresser les réponses. Voilà, on va attendre donc encore quelques petites minutes que davantage de personnes nous rejoignent. Voilà, donc pour ceux qui nous ont rejoints entre-temps, je répète peut-être juste 2-3 petites informations. La première, c'est qu'il y aura un petit sondage ici en fin de présentation, de 3-4 questions, grand maximum. Ce ne sera pas très long. Ça va nous aider en fait à améliorer le développement de l'outil et peut-être à envisager d'autres choses, donc à voir selon vos réponses. Et alors, pour les questions éventuelles pendant la présentation, merci de les adresser dans la fonction questions-réponses plutôt que dans le chat. C'est plus facile pour nous pour suivre l'ensemble des questions qui sont posées et être certain qu'on répondra bien à tout. Voilà, alors, donc nous allons ici vous présenter donc, notre dernier outil consacré à un outil d'aide à la décision pour l'isolation des parois par l'intérieur, parois existantes bien entendu. On a ici au cours de la présentation, attendez, je dois fermer cette fenêtre-là. Le programme ici donc, de cette présentation va être, pour ceux qui ne connaissent pas encore, de faire une petite présentation de PMP et d'expliquer pourquoi nous avons mis en place le développement de cet outil-là. Alors, c'est un outil qui est assez particulier, qui demande certaines précautions, en tout cas à l'usage. Donc, on a pris le soin ici de détailler les hypothèses qui encadrent l'utilisation de cet outil-là. On passera bien entendu l'outil en revue afin de vous présenter la manière de l'utiliser, les résultats qui sont générés, et on aura une petite séance de questions-réponses. Vous avez normalement reçu avec le mail qui vous donne le lien pour nous rejoindre ici, la brochure en question, l'outil, au format PDF. Vous pouvez tout à fait l'ouvrir sur le côté pour suivre la présentation ici. Dans la présentation, on a quand même pris le soin de faire des captures d'écran pour vous situer un peu où on se situe dans cet outil-là, et vous permettre ainsi de suivre plus facilement les choses.
Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, petite présentation donc, de l'Asibel PMP qui a été créée en 2006. Donc, on a déjà 15 ans d'existence et créée à la base, en fait, pour faire la promotion du standard passif qui était développé en Allemagne et importé donc ici en Belgique par notre consort PHP, Pixie actuellement, et donc PMP dans la partie francophone du pays. C'était à la base une des missions de promotion, de sensibilisation au passif qui allait aussi jusqu'à former l'ensemble des acteurs du secteur, que ce soit les architectes, les bureaux d'études et même les entrepreneurs. Des formations donc, qui visaient à déployer le passif, à expliquer un peu les manières de réaliser le bâtiment passif. Nous avons été actifs également dans la certification passive de l'ensemble de ces bâtiments et dans le développement d'outils open source pour accompagner le secteur dans la prise en main de ce nouveau standard énergétique. Alors, ces actions de promotion, de sensibilisation du passif ont permis au cours des années d'influencer un peu la manière dont la réglementation PEB a évolué, ce qui a permis notamment à Bruxelles, par exemple, d'avoir une réglementation de PEB qui, à peu de choses près, donnait la part belle au passif dans les critères pour tous les bâtiments neufs. Du coup, notre mission pour les bâtiments neufs avait été un peu remplie, entre guillemets, et donc on a aujourd'hui davantage orienté nos missions sur les bâtiments existants, donc qui ont besoin de rénovation, puisque c'est un grand chantier pour les années à venir dans l'ensemble des régions. Alors, nos activités et missions se sont donc axées autour de cette nouvelle vision, de cette nouvelle stratégie. Et donc, on continue, bien entendu, à accompagner et conseiller tous les maîtres d'ouvrage, qu'ils soient publics ou privés, les administrations. On continue le développement d'outils gratuits, la raison pour laquelle vous êtes notamment là aujourd'hui. Et on continue à faire tout ce qui est promotion autour de la haute performance énergétique, la sobriété des bâtiments de manière générale, peu importe que ces bâtiments soient des bâtiments résidentiels, publics, tertiaires, neufs, rénovés ou à rénover. Voilà. Et donc, on reste sensible à l'ensemble des thématiques qui entourent le bâtiment et aussi les occupants. Donc, c'est quelque chose qui est apparu plus récemment avec notamment un retour d'expérience sur les bâtiments passifs certifiés auparavant. Alors, l'équipe de PMP, c'est 8 personnes en tout, avec des profils très différents, et un CA qui chapeaute l'ensemble des activités, constitué de 8 personnes, dont 2 membres de l'équipe. Et les 4 personnes extérieures sont représentatives en fait, du secteur de la construction. Je le disais, nos différentes missions continuent à s'axer autour de la sensibilisation, notamment via des événements, via des communications dans la presse et des accompagnements aussi d'étudiants. La mission plutôt d'informer le public se fait à travers le réseau de membres que l'on a, pour lequel on édite notamment un trimestriel et Expresso, et par la publication de brochures gratuites sur différentes thématiques. Nos missions de facilitateurs, elles tournent plus autour de marchés publics que nous avons remportés ces dernières années et autour de l'accompagnement de tous les acteurs dans le secteur de la PEB, performance énergétique des bâtiments. En dehors de ces missions de facilitateurs, nous avons aussi des missions d'expertise, toujours pour accompagner les concepteurs, maîtres d'ouvrage et autres acteurs, des expertises qui tournent autour des ponts thermiques, également un peu de la ventilation, mais surtout aussi de l'hygrothermie, ce dont il est question ici aujourd'hui. Outre ces missions de facilitateurs, nous avons aussi les guidances qui nous permettent en fait d'accompagner des porteurs de projets, des acteurs de projets dans leur réflexion autour des bâtiments. Nous continuons nos missions de développement également, tout ce qui est donc outils et brochures comme celles que nous présentons ici aujourd'hui, mais aussi d'autres marchés qui ont été remportés par PMP et ont donné naissance à un outil QuickScan, sur lequel je viendrai un peu après. Bien entendu, la base reste notre mission de certification de bâtiments passifs, qu'ils soient tertiaires ou résidentiels, et des guidances qui continuent dans le cadre de cette certification. Je parlais de l'Expresso, aussi quelques exemples ici de revues donc, qui sont publiées, qui étaient consacrées à la rénovation, dans les derniers numéros qui ont été adressés à nos membres, qui sont aussi disponibles gratuitement sur notre site internet. Les brochures en question, nous allons aujourd'hui parler de cet outil d'aide à l'isolation de parois en contact avec l'extérieur. Et on a également développé et fait un webinaire il y a quelques semaines sur une brochure Réno, donc, qui se décline en plusieurs cas d'études. Ça concerne des typologies principalement bruxelloises, puisque ces brochures d'outils, ces brochures d'aide à la conception de projets, d'aide à la décision pour les rénovations par l'intérieur, les isolations par l'intérieur et pour la rénovation ici, ont été donc développées avec le soutien de Bruxelles Environnement.
Et donc, les 4 brochures Réno ici se penchent sur des cas de figure généralement rencontrés dans la typologie bruxelloise. Donc, des maisons mitoyennes, des maisons appartements, des immeubles appartements individuels. Donc, ces brochures se penchent sur l'aspect surtout économique de la rénovation, jusqu'où aller, quel est le temps de retour sur l'investissement, ce genre de questions. Je parlais de QuickScan tout à l'heure, c'est une mission remportée en région Wallonne et qui permet en fait à un citoyen de répondre à quelques questions dans un outil en ligne et d'obtenir un peu une version simplifiée d'un document qui donne les performances énergétiques du bien en question, qui permet du coup aussi d'avoir un phasage des travaux et un peu une vue sur ce qu'il pourrait faire de son bâtiment en termes d'amélioration énergétique. Voilà pour la présentation un peu rapide de PMP. Passons aujourd'hui donc à la présentation de cet outil d'aide à la décision sur les parois qui sont isolées par l'intérieur. Alors, avant de rentrer donc dans le pourquoi de cet outil, une petite définition simplement pour les moins techniques d'entre vous éventuellement, et pour être certain que tout le monde soit sur le même pied d'égalité, on va dire. On parle donc de simulation hygrothermique ici, de comportement hygrothermique de parois. Alors, juste un mot sur hygrothermique. Donc, c'est une contraction de 2 mots, hygroscopique et thermique. Donc, thermique, je pense que tout le monde connaît, c'est tout ce qui est relatif à la chaleur, à la température. Hygroscopique, par contre, c'est un peu moins connu. Et ça fait référence à quelque chose, un matériau qui a tendance à absorber ou retenir de l'humidité contenue dans l'air. Donc, un matériau hygroscopique, c'est un matériau qui a des performances variables en fonction des conditions d'humidité et de température auxquelles il est exposé. Alors, ces performances en question, c'est la conductivité thermique, donc le pouvoir isolant du matériau, c'est sa résistance à la diffusion de vapeur, on verra un peu après dans quel cas le vapeur d'eau entre en ligne de compte, mais aussi tout ce qui est absorption d'humidité et relâchement de cette humidité dans l'air ambiant, intérieur ou extérieur. Donc, l'ensemble de ces performances-là varie en fonction de l'humidité à laquelle il est exposé. C'est pour ça qu'il est très important de se pencher sur le comportement hygrothermique de ces matériaux en question. Alors, à l'échelle d'un bâtiment, qu'il soit neuf ou rénové, il y a plusieurs éléments climatiques intérieurs ou extérieurs qui s'appliquent sur les parois de ce bâtiment-là. Donc, côté extérieur, on a le vent, la pluie, le soleil. Côté intérieur, outre l'activité humaine, on a dans cette activité humaine des sources d'émissions de vapeur d'eau assez importantes, comme notamment une salle de bain, parce qu'il y a une douche, il y a une baignoire, et de l'eau chaude donne création d'une concentration en vapeur d'eau plus élevée dans l'air. De même que dans la cuisine, lorsqu'on fait bouillir de l'eau, lorsqu'on cuit des plats de manière générale, on entraîne une création de vapeur d'eau dans l'espace intérieur. Alors, cette vie du bâtiment peut avoir un impact assez important, notamment en rénovation, où on vient faire de l'isolation par l'intérieur. Et c'est donc il est clairement question ici aujourd'hui. Alors, quelle est la problématique en question? Eh bien, dans une situation existante, avant rénovation donc, dans un mur en briques, on va considérer plus ou moins 30 cm d'épaisseur, on a un phénomène d'assèchement des parois qui est dû aux pertes thermiques. Donc, le bâtiment n'est pas isolé, il est chauffé et il y a des déperditions thermiques à travers les parois. Ces déperditions thermiques permettent à la paroi de s'assécher dans les moments où elle n'est pas exposée à la pluie. Lorsqu'elle est exposée à la pluie, elle a une capacité d'absorber une partie de la pluie via la brique qui est exposée donc en partie extérieure et de stocker, redistribuer et stocker cette humidité dans le mur. Les déperditions thermiques cumulées à l'effet du vent et du soleil, bien entendu, viennent donc assécher le mur en question et font qu'on se retrouve avec une paroi qui est saine en termes d'humidité, qui a un comportement sain. Si on vient au contraire ajouter un isolant sur cette paroi, parce que pour des questions urbanistiques, techniques, économiques ou autres, on est obligé d'isoler par l'intérieur. Donc si on vient ajouter une couche isolante à l'intérieur, on vient déplacer le gradient de température, c'est-à-dire qu'on vient refroidir la partie existante de la paroi. Donc, on avait une température chaude, une température ambiante en surface du mur en briques existant avant travaux. Et après rénovation, on a cette température chaude qui se déplace du coup côté intérieur du caisson isolant qui est rajouté, de la couche isolante qui est rajoutée. Ce qui implique une température plus froide sur la face qui était auparavant côté intérieur, et une température encore plus froide vraiment sur la face extérieure de la paroi. Ce gradient de température entraîne donc un changement au niveau de la paroi, puisque ces déperditions thermiques ne peuvent plus permettre d'assécher le mur existant. Donc celui-ci accumule une quantité d'eau plus importante. Qu'est-ce que ça peut entraîner? L'apparition de condensation ou de ruissellement d'eau côté intérieur de la paroi, donc à l'interface entre l'isolant et le mur en briques.
Et pour la partie extérieure, on peut avoir des dégâts par le gel. Si une brique a absorbé trop d'humidité et mis plus de temps à sécher, si on est en période de gel, l'eau se dilate et peut faire exploser la brique. Donc on a des dégâts apparents en façade. Alors, comment résoudre ces problèmes-là? C'est important de comprendre le comportement hygrothermique de la paroi et d'en maîtriser finalement différentes variables. La première manière d'agir pour assécher le mur existant, c'est de venir placer un traitement hydrofuge. C'est un traitement hydrofuge ou c'est toute autre protection à la pluie. Ça peut être un bardage en bois, ça peut être un bardage avec des ardoises. Donc, la chose la plus importante, c'est que ça reste ouvert à la diffusion de vapeur d'eau. Donc, l'idée ici, c'est de bloquer l'absorption d'eau par la brique extérieure. Ça coupe le flux d'humidité qui peut venir depuis l'extérieur. Côté intérieur, on va plutôt travailler avec des matériaux ou des membranes qui viennent réguler la vapeur d'eau. Ça peut être des membranes intelligentes, dites hygrovariables, ou des matériaux à performance constante comme les pare-vapeurs, freins à vapeur et autres. Donc, en agissant de cette manière-là, on maîtrise les deux flux d'humidité qui peuvent transiter à travers une paroi, depuis l'extérieur et depuis l'intérieur. Il en résulte, en théorie, si c'est bien étudié, une paroi qui n'est plus exposée du coup à des problèmes d'humidité. Du coup, que ce soit en construction neuve comme en rénovation, il est important de privilégier l'isolation par l'extérieur. On se prémunit ainsi de tous ces problèmes qui viennent d'être présentés ici, d'absorption d'eau, notamment depuis l'extérieur. On étudie bien entendu tout ce qui est ligne constructif, on fait bien attention à l'étanchéité à l'air, on maîtrise le climat intérieur, il est important de ventiler, et je reviendrai sur ce point-là par après. Et il est important de connaître la situation de base. Donc, tout ce qui est exposition aux conditions climatiques, toutes les caractéristiques de la paroi avant travaux, le climat intérieur qu'on va obtenir après travaux. Et donc, il est important de bien travailler la composition de parois en adéquation avec le choix des matériaux qui est effectué en amont. Et c'est là probablement qu'est la plus grosse difficulté pour les maîtres d'ouvrage, les auteurs de projets, c'est de savoir comment faire un choix de matériaux en étant certain qu'on va bien respecter un comportement hygrothermique sain pour l'ensemble de la paroi. Généralement, ce genre de décisions s'obtiennent suite à une étude hygrothermique, des simulations dynamiques. C'est quelque chose qui peut prendre du temps, qui est parfois assez contraignant, qui est un frein pour certains acteurs parce qu'il y a un manque de connaissances par rapport à ce type d'outils, ce type de simulation. Et puis, surtout aussi, ça peut être difficilement accessible financièrement, puisque ce sont des études assez longues qui nécessitent de la collecte d'informations, de réaliser des simulations, analyser, rédiger des rapports. Ça peut être assez long. Donc, il est important de rendre l'accès à cette information accessible à tous. C'est la raison pour laquelle, avec l'aide de Bruxelles Environnement, on a développé cet outil d'aide à la décision pour les parois isolées par l'intérieur, les parois en briques ici. Donc, on a dû faire des choix en termes de configuration de parois. Alors, cet outil-là, donc, vu qu'il vulgarise et traduit un peu l'ensemble des simulations hydrothermiques qui ont été réalisées, il était très important pour nous de bien encadrer son utilisation. Parce que si une hypothèse de départ change légèrement, ça peut mener à des résultats légèrement différents, ou parfois même totalement différents. Donc, c'est la raison pour laquelle ici, on a choisi de vous détailler un peu toutes les hypothèses qui ont entouré la création de cet outil-là et qui entourent également l'utilisation de cet outil. C'est-à-dire que si vous voulez, vous, utiliser l'outil au quotidien, vous devez bien faire attention à ce que l'ensemble des hypothèses que je vais détailler maintenant et qui sont reprises dans la brochure, bien entendu, en introduction, soient respectées pour l'ensemble de vos projets. Alors, parmi la première hypothèse, parmi les différentes hypothèses, la première est de savoir qu'on a travaillé avec un logiciel qui simule des parois en une dimension. Donc, les problématiques de dimension de type ossature bois qui contient de l'isolant, échange potentiel entre le bois et l'isolant d'humidité, tout ce qui est percement d'une couche isolante par un élément linéaire, continu, ce sont des choses qui ne sont pas abordées dans cette brochure-là. C'est quelque chose de plus, de plus particulier qui nécessite d'investiguer davantage la problématique dont il est question. Donc, c'est important de bien comprendre, quand on verra plus tard dans cette petite rosace de couleur qui est présentée ici à gauche, le chemin qui est effectué en jaune, il faut bien comprendre que c'est une ligne droite qui traverse une paroi composée de matériaux homogènes. La deuxième hypothèse, c'est de bien être conscient de l'exposition de la paroi aux éléments climatiques. Donc, je le disais tout à l'heure, un bâtiment, il est soumis au vent, à la pluie, au soleil.
Et donc, ce qui a été étudié ici, c'est une exposition à l'ensemble de ces trois éléments-là. Il n'y a pas de protection particulière, que ce soit à la pluie ou au soleil. S'il y a une protection sur votre paroi, s'il y a une protection à la pluie, c'est peut-être moins grave. Si par contre il y a une protection au soleil, là, ça peut avoir des conséquences très, très différentes en termes de résultats. Donc, il faut bien être conscient que la paroi qui est utilisée avec cet outil-là, c'est une paroi exposée au vent, à la pluie et au soleil. C'est très important, comme on peut le voir sur le graphe avec la courbe bleue, de bien comprendre que l'orientation ouest-sud-ouest est une des orientations qui est le plus exposée à la pluie. Ce qui est du climat intérieur, là, on a donc considéré un climat qui évolue de plus ou moins 40% à 65% d'humidité relative. C'est une hypothèse qui doit absolument être respectée aussi. Donc, il n'est pas question de valider un complexe de parois avec cet outil en ne se penchant pas sur la façon dont le climat intérieur peut évoluer. Donc, clairement, en envisageant une ventilation de ce logement-là pour éviter les scénarios où une humidité relative est systématiquement supérieure à 70, 75%, voire 80% d'humidité relative, ce qui peut arriver dans certaines pièces humides comme les buanderies et les salles de bain notamment. Alors, le choix de ce climat-là, pour information, a été fait suite à une campagne de monitoring qui a été faite sur les bâtiments exemplaires bruxellois, une mission que le PMP a remportée à l'époque, et qui nous a permis de bien consolider les chiffres et de même prendre un peu une précaution. Donc, on avait remarqué quand une ventilation double flux était présente, on avait une humidité relative qui évoluait de 30 à plus ou moins 60% d'humidité relative. Et donc ici, on a dit, tiens, on va se mettre un peu plus haut dans les cas où une ventilation double flux n'est pas nécessairement installée ou pas utilisée à 100%. Et donc ici, l'hypothèse, c'était l'humidité relative qui évolue de 40 à 65%. Ça, c'est les hypothèses considérées pour le climat intérieur. Une grande hypothèse très importante pour cet outil-là, c'est la présence d'un traitement hydrofuge. Alors, c'est une hypothèse déjà qui restreint beaucoup de cas d'études, on en est bien conscient. Le souci, c'est que si on n'a pas recours au traitement hydrofuge, il faut qu'on puisse connaître avec certitude la performance de la brique en termes d'absorption d'eau. Donc, c'est la problématique que j'expliquais avec la petite animation auparavant. Il faut être certain qu'on ne va pas avoir des quantités d'eau trop importantes qui vont migrer de l'extérieur vers l'intérieur de la paroi et potentiellement entraver le fonctionnement, le bon comportement hygrothermique de l'ensemble des matériaux. Si on n'a pas recours au traitement hydrofuge, on a généralement recours à des essais d'absorption avec les tubes de Karsten, Player ou la plaque de Franck qui sont présentés ici à l'écran. Voilà, ça vous permet de vous positionner sur le caractère absorbant de la brique existante ou pas. Vu que ces résultats-là ne sont pas toujours facilement disponibles et que surtout ça nécessite en fait de les utiliser dans une simulation et pas dans l'outil en question, on a pris l'hypothèse qu'un traitement hydrofuge était présent sur la paroi, ce qui bloquait tout problème d'absorption d'eau depuis l'extérieur. Pour ceux qui sont moins familiers avec les traitements hydrofuges, un petit exemple présenté ici de l'efficacité de ce genre de traitement-là. Sans rentrer dans le détail du cas d'étude ici, il y avait une petite problématique d'humidité derrière une descente d'eau. Outre d'autres interventions, il y a eu pulvérisation d'un traitement hydrofuge juste derrière la descente d'eau. Et la photo qui est à droite a été prise quelques semaines après, où on peut voir justement que l'entièreté de la façade, dans son état naturel, a absorbé de l'humidité, tandis que la proportion de la façade qui a été traitée au traitement hydrofuge ne présente aucune absorption d'eau. Donc, ça peut bien démontrer l'efficacité de ce genre de traitement et pourquoi on considère qu'il est utilisé dans l'outil ici. Un scénario qui paraît un peu évident, mais qu'on pense important de rappeler, c'est tout ce qui est mise en œuvre de matériaux. Il faut que ce soit une mise en œuvre forcément exemplaire, notamment au niveau de la couche isolante ou de la couche d'étanchéité à l'air. S'il n'y a pas une bonne mise en œuvre de l'ensemble de ces matériaux-là, on peut très vite avoir une migration de vapeur, non pas par diffusion de vapeur d'eau dans la paroi, mais bien par convection. Donc, s'il y a un défaut dans la couche isolante, par convection, on pourra avoir transport de quantité de vapeur d'eau beaucoup plus importante, lesquelles pourraient compromettre le comportement hydrothermique de la paroi. Et si c'est simplement la couche isolante qui est mal mise en œuvre, on a une performance thermique moindre de la paroi et donc des résultats très différents aussi. Donc, la qualité de mise en œuvre reste, je pense, comme pour tout élément dans la construction, quelque chose de très important. Au niveau des matériaux qui ont été simulés, c'est peut-être là aussi un point, attention, très important.
Donc, on a fait un ensemble de simulations, une centaine de simulations avec plein de cas différents. Et donc, il fallait à un moment restreindre le nombre de cas à étudier aussi, sinon on pouvait vraiment partir dans beaucoup de simulations. Et donc, ici, on est parti de l'hypothèse qu'on avait un mur en briques existant d'une épaisseur de 30 cm. Alors, ça peut légèrement varier, plus ou moins 5 cm, donc en plus ou en moins. Ça ne va pas fondamentalement changer les résultats de la simulation. Ce qui change surtout, c'est l'absence ou la présence d'un traitement hydrofuge. Donc, si votre paroi est bien en briques, mais une épaisseur légèrement différente, ça ne va pas avoir des impacts vraiment significatifs sur les résultats. Par contre, il est important de s'assurer qu'il y a bien un traitement hydrofuge. Au niveau des matériaux isolants, il a fallu faire un choix. Donc, clairement, il y avait beaucoup de possibilités, beaucoup de choses à étudier. On a fait le choix sur base de ce qu'on rencontrait généralement dans les projets de rénovation et aussi sur éventuellement les extrêmes en termes de comportement hygrothermique de l'ensemble de ces matériaux-là. Donc, dans la brochure, vous retrouverez ce tableau-là qui présente donc les 4 isolants qui ont été simulés et qui détaille les performances, les caractéristiques techniques de l'ensemble de ces matériaux-là. Ça vous permet de faire un bon choix de matériaux pour être certain que ce que vous allez mettre en œuvre respecte bien ce qui a été étudié ici dans le cadre de l'outil. On montre également une donnée qui est très sensible, c'est l'avant-dernière, donc la teneur en eau à 95% d'humidité relative. Ça peut paraître totalement chinois, je peux tout à fait le comprendre, mais c'est un élément qui est malheureusement très difficile à obtenir auprès des fabricants, mais qui est en fait témoin de ce fameux comportement hygroscopique du matériau. Donc en fait, c'est sa capacité à stocker de la vapeur d'eau en fonction de l'humidité relative à laquelle il est exposé. Donc ici, on a donné une teneur en eau à 95% pour mettre en évidence les différences qu'il peut y avoir entre certains matériaux en termes de stockage d'humidité en fonction donc, de cette humidité relative dans la paroi. Autre hypothèse de travail au niveau des matériaux, c'est l'utilisation de membranes régulatrices. Il y a 3 scénarios qui ont été simulés ici. C'est la présence d'une membrane, dite ici par vapeur, donc ça veut dire qu'elle présente un SD, donc c'est une caractéristique technique qu'on peut retrouver sur la fiche technique du matériau. Et ce SD qui est simulé ici, c'est un SD de 20 mètres. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans la fiche technique, pour ceux qui éventuellement sont moins à l'aise avec ces données-là. On a également simulé la présence d'une membrane intelligente, donc elle a la capacité en fait de faire varier ce fameux SD, sachant que le SD en fait, pour vous expliquer brièvement, c'est en gros la capacité du matériau à s'opposer à la diffusion de vapeur d'eau. Et 20 mètres, ça correspond à une couche d'air immobile équivalente donc au niveau du matériau. Donc le pare-vapeur qui a un SD de 20 mètres, c'est comme si on appliquait une couche de 20 mètres d'air immobile devant la paroi, à l'endroit donc de la présence de cette membrane. Et donc les membranes intelligentes, elles ont la possibilité de faire varier cette couche d'air, entre guillemets, dans le cas ici de la membrane qui a été simulée, de 0,3 à 34 mètres. Donc ça permet dans certains complexes de parois de dire au moment où il y a de l'humidité, elle peut s'ouvrir et laisser sortir l'humidité. Il y a d'autres moments où le paroi est sec, au contraire, elle se ferme et elle ne laisse pas rentrer l'humidité. La troisième variante qui a été simulée, c'est de considérer qu'il n'y a pas de membrane qui est placée, mais qu'on utilise plutôt un panneau OSB qui fait office de fermeture du caisson isolant, qui fait office d'étanchéité à l'air. Donc, bien veiller dans ce cas-là à utiliser des tapes sur l'ensemble des joints pour garantir cette étanchéité à l'air. Donc ça, c'est les trois hypothèses étudiées au niveau des matériaux régulateurs de vapeur d'eau. Donc c'est la ligne bleue verticale qui était dans le schéma du mur tout à l'heure. Enfin, au niveau des matériaux de finition, là aussi, on a essayé un peu de voir un peu large, et surtout en fonction de ce qui se faisait sur le marché actuellement. Et donc, on a simulé les habituelles plaques de cellulose, les plaques de plâtre, le plafonnage humide, le panneau OSB et l'enduit à l'argile. Les épaisseurs simulées sont renseignées à chaque fois. Et il y a un point, on y viendra plus tard, sur les associations théoriques de matériaux. Par exemple, je suis certain qu'il y en a certains qui vont dire, tiens, comment est-ce qu'on met un plafonnage humide sur une membrane de régulation de vapeur d'eau? On va y venir. Alors, tout ceci, donc toutes ces hypothèses ont finalement permis de déterminer un ensemble de simulations pour donc, plein de matériaux différents et pour plein d'orientations différentes. Donc l'outil en question, le PDF qui vous a été transmis, reprend après donc, cette longue introduction qui réexplique un peu toutes les hypothèses que je viens de vous présenter maintenant,
Il reprend l'ensemble des résultats obtenus à l'issue de simulation pour 4 orientations sur 3 graphiques. Donc, on a l'orientation nord, l'orientation sud et l'orientation est-ouest reprise en un seul graphique parce que les résultats étaient globalement similaires. La grosse différence entre est-ouest, c'est l'exposition à la pluie. Et comme on est ici en présence d'un traitement hydrofuge, il n'y a pas vraiment de différence entre l'est et l'ouest. Donc, je le disais tout à l'heure en début de présentation, la ligne jaune en question, qui, pour l'exemple ici, donc, part du centre et traverse plusieurs couches pour aller jusqu'à un résultat, cette ligne jaune donc, correspond bien à une ligne effective dans la paroi, mais en une dimension. Donc, très important de bien se souvenir de cela. Et donc, le concept ici, c'est simplement de partir du centre du cercle. Vous n'avez pas le choix forcément, on est tous en présence d'un mur de briques hydrofugées, et puis de faire une sélection entre le type de matériau, donc la couleur rouge, le type de matériau régulateur de vapeur d'eau, donc membrane ou OSB ici, donc dans couleur bleue, et puis le matériau de finition qui est utilisé pour votre paroi en plutôt couleur violet. Et finalement, donc, à l'issue de ce petit parcours, vous arrivez sur une pastille de couleur verte, orange ou rouge. La couleur verte vous dit qu'en gros, à l'issue des simulations qui ont été réalisées, il y a une absence d'accumulation d'humidité, une tendance à l'assèchement de la paroi, et que donc c'est un complexe de parois qui peut tout à fait être envisageable. Le mot envisageable est très important ici, parce qu'il sous-entend qu'on respecte l'ensemble des hypothèses qui ont été présentées et que rien au niveau de ces hypothèses ne change même un tout petit peu. C'est très important parce que dans les simulations qui sont réalisées, on a déjà constaté que parfois une petite variation de paramètres peut avoir un impact significatif sur une paroi. Alors, il ne faut pas pour autant avoir peur d'utiliser l'outil. S'il y a une pastille verte qui est présente, c'est que vraiment on a pris des précautions dans l'analyse des résultats et on valide le fait que le comportement hygrothermique sera sain dans le temps. Donc, ce sont des simulations qui étaient réalisées sur 5 ans minimum, parfois même sur 10 ans, pour certains cas, pour bien valider le fait qu'il n'y avait pas de problème. Si vous obtenez une pastille orange, là, la situation est déjà plus risquée. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est problématique et que ce n'est pas à faire. Ça veut simplement dire qu'il est nécessaire d'approfondir un peu le cas d'étude. C'est qu'on s'écarte généralement des signaux d'alarme habituels qui sont utilisés dans les simulations. Et pour certains matériaux, par exemple, on a un taux d'humidité assez important à l'interface entre la brique et le matériau isolant. Et donc, il est important de se pencher sur cette petite problématique-là et valider, par exemple, avec le fabricant du matériau, que son isolant, son matériau peut bien résister à ce type de conditions. Et si, évidemment, il y a une pastille rouge, là, ça veut dire que le complexe donne naissance à l'accumulation d'humidité dans le temps, que toutes les valeurs limites généralement considérées pour les teneurs en eau des matériaux sont dépassées, qu'il y a des indications de risque très élevé de développement de moisissure, ce genre de choses. Donc là, le complexe est à proscrire, pas à mettre en œuvre. Donc ça, c'est globalement le fonctionnement de l'outil, c'est parcourir cette rosace et obtenir un résultat. Donc, c'est un résultat technique derrière qui a simplement été vulgarisé via un code couleur. Alors, l'outil en lui-même, si vous continuez à parcourir le PDF, vous verrez qu'on a également mis à la fin de l'outil un lexique, simplement parce que ce type d'étude, ce type d'expertise fait généralement appel à un vocabulaire très particulier, qu'il est parfois difficile en tant que néophyte de s'approprier, de bien comprendre. Donc, la plupart des notions techniques qui sont utilisées dans le monde de la thermique du bâtiment et de l'hygrothermie, elle est reprise ici et d'expliquer pour une meilleure compréhension. On a également décidé d'ajouter des discussions plus techniques, notamment, j'en parlais tout à l'heure, par rapport à l'association théorique de matériaux. Donc ici, il y a 3 grandes discussions. Je vais les parcourir très brièvement, mais je vous invite vraiment à les lire et à bien en comprendre la signification. La première, donc, pour l'association théorique des matériaux, c'est de se dire donc qu'un plafonnage directement sur une membrane, c'est quelque chose qui n'est pas techniquement réalisable. Et donc, dans ces cas-là, on laisse le choix en fait de la technique d'accroche de ce plafonnage-là, ou la technique de mise en œuvre de la paroi, avec comme seule condition qu'il faut que le matériau qui est ajouté pour l'accroche de matériaux de finition reste ouvert à la diffusion de vapeur d'eau. Donc, le grand principe, c'est de se dire que la vapeur d'eau doit transiter à travers la paroi vers l'extérieur. Et donc, on s'assure que côté intérieur, on ne vient pas mettre une barrière trop importante par rapport à cette migration de vapeur d'eau. Donc, il y a des membranes qui sont conçues pour ça, qui, elles, jouent ce rôle régulateur.
Mais si on vient rajouter un autre matériau d'accroche, comme par exemple un enduit, une peinture d'accroche, il faut s'assurer donc qu'elle reste bien ouverte à la diffusion de vapeur. Et une donnée numérique que vous avez partagée là, donc c'est savoir que ce matériau-là doit avoir un SD inférieur à 0,2 m, donc ça équivaut à 20 cm maximum de couche d'air immobile. Et ça permet de garantir du coup un comportement hygrothermique favorable pour la paroi. À titre d'exemple, ça peut être un panneau de liège pour venir enduire dessus après, ça peut être des nattes de roseau pour venir accrocher un enduit à l'argile, ça peut être d'autres types de panneaux qui peuvent servir donc à recevoir ce matériau de finition pour peu donc qu'il reste bien ouvert à la diffusion de vapeur. J'insiste beaucoup là-dessus. L'épaisseur de l'enduit à l'argile, simplement un petit mot technique là-dessus parce qu'on avait eu des messages, on avait publié l'outil pour la première fois, comme quoi de 20 à 70 mm, c'est quand même une très grosse différence. C'est simplement pour inclure le fait que sur certains projets, on a pu remarquer que l'enduit de l'argile est utilisé en grande épaisseur pour pouvoir noyer l'installation électrique dedans. Alors, ça ne veut absolument pas dire qu'au plus on met d'argile, au plus on a la capacité de réguler l'humidité à l'intérieur. L'enduit à l'argile est effectivement très connu pour ça et il a effectivement de belles performances à ce niveau-là. Mais sans rentrer dans le détail ici maintenant, c'est une question qu'on peut aborder éventuellement après. La couche totale, l'épaisseur totale d'enduit n'a pas une incidence proportionnelle à l'accumulation de vapeur d'eau. Et il y avait aussi un autre point, c'est que généralement, quand on veut isoler un mur existant par l'intérieur, le mur était existant et donc était déjà utilisé comme mur fini à l'intérieur avant. Donc, on a dans certains cas la présence d'un plafonnage existant. Et dans ce cas-ci, il est plutôt conseillé de détruire le plafonnage existant. Il existe des méthodes pour rendre les choses plus maîtrisables, mais ce qu'on peut observer, en fait, c'est que si on s'écarte un temps, soit peu des hypothèses de départ, si l'hydrofuge n'est pas 100% efficace ou s'il y a une migration de vapeur d'eau qui n'est pas totalement contrôlée, on peut se retrouver dans des situations où on a une accumulation d'humidité relative assez importante, on a des taux d'humidité relative assez importants à l'interface entre l'isolant et ce plafonnage, ce qui peut donner la naissance à des développements de moisissures. Donc il est toujours préférable, vu l'aspect poreux du plafonnage, sa capacité à absorber de l'humidité, de le détruire avant de mettre en place l'isolant. On a enfin mis un petit mot pour faire la différence entre des simulations dynamiques et simulations statiques. C'est globalement pour expliquer que, j'allais expliquer simplement la manière dont on a travaillé, l'outil qui a été utilisé, qui est Woofy Pro, et opposer la manière de travailler de ce logiciel à d'autres méthodes de calcul qui sont généralement utilisées pour des approximations de comportement hygrothermique. C'est des outils qui mettent en place la méthode Glaser, qui travaille de manière donc statique et qui ne tient pas compte de plein de paramètres comme le stockage d'humidité, la teneur en eau d'un matériau donc, qui peut évoluer en fonction du temps. Et donc, c'est ici un logiciel qui, heure par heure, fait un calcul de la teneur en eau, l'humidité relative, la température, sur base du résultat qu'il a obtenu l'heure d'avant. Et donc, tout ceci sur les 8760 heures d'une année, qui se répètent comme ça pendant 3 ans ou 5 ans. Donc, ça permet d'avoir des comportements dits dynamiques de la paroi et d'étudier que dans le temps, on a bien des phénomènes d'accumulation d'humidité, et puis d'assèchement, redistribution donc, de la vapeur d'eau vers l'intérieur ou l'extérieur, et un comportement qu'on peut valider dans le temps en termes de comportement hygrothermique. Donc. Voilà, c'était donc ici le but de vous présenter cet outil-là, de présenter l'ensemble des hypothèses. Vous avez bien entendu tout le loisir de parcourir encore le PDF qui vous a été envoyé de cet outil-là, de poser aussi toutes les questions qui vous viendraient à l'esprit. J'espère avoir été assez complet ici dans la présentation de l'outil en lui-même. S'il y a des questions, je pense qu'on va les aborder maintenant pour y répondre, bien entendu. Je vous remercie en tout cas de votre participation. Vous avez ici pour nous suivre différents endroits où vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et notre site web sur lequel vous pouvez aussi télécharger les brochures de rénovation qui ont été abordées en début de présentation. Je vais laisser place aux questions et je vais en profiter aussi pour lancer le petit sondage dont je vous ai parlé en début de présentation, qui devrait être disponible, je pense, maintenant. Voilà, donc je vous invite à prendre le temps de répondre à toutes ces questions. Enfin, toutes ces questions, il y en a juste 4. Elles sont très très simples, donc ça ne vous prendra pas trop de temps.
Et au niveau des questions, je vais peut-être… Oui. Oui, bonjour à tous, je vais me faire votre porte-parole pour donc relayer vos questions oralement à Benjamin. Donc voilà, quelques questions, Benjamin, qui ont été posées pendant ton exposé. Une question qui concerne les différents types de laine minérale, puisqu'on peut rencontrer une certaine variation de la densité, de laine minérale de densité différente par rapport à celle qui a été utilisée ici dans l'étude. Et qu'est-ce qu'on peut donner comme, est-ce qu'on peut globaliser les résultats ou comment on doit traiter ou voir les résultats en fonction de ces différentes possibilités? Oui. Pour répondre à cette question-là, honnêtement, je vais malheureusement devoir vous renvoyer vers le slide qui détaille donc celui-ci. Donc, il existe effectivement plein de matériaux similaires en termes on va dire de nature, de matériaux d'origine, mais qui restent globalement comparables en termes de performance. Donc, certains matériaux ont une densité légèrement différente, ont une conductivité thermique légèrement supérieure ou inférieure. Les facteurs de résistance, donc à la diffusion de vapeur, MUL, peuvent également évoluer au sein d'un simple et même matériau. Ce qui fait vraiment la différence, en fait, c'est la capacité du matériau à stocker de l'humidité ou non. C'est vraiment ça qui va déterminer la façon dont sa teneur en eau va évoluer et la façon dont ses performances, du coup, thermiques peuvent également évoluer. Alors, c'est la partie la plus difficile quand on fait ce genre de simulation, c'est d'obtenir de la part des fabricants les données nécessaires. Donc, ces données-là s'obtiennent via ce qu'on appelle l'isotherme de sorption. C'est un peu chinois, mais globalement, c'est très simple. C'est une courbe qui donne la teneur en eau du matériau en fonction de l'humidité relative à laquelle il est exposé. Cette courbe-là, je vous ai donné une valeur ici dans le tableau qui, idéalement, il faudrait pouvoir vérifier auprès du fabricant. Donc, c'est dans cette isotherme de sorption, aller à l'endroit jugé le plus critique, là où commencent vraiment les problèmes, on va dire, et de dire, voilà, à 95% d'humidité relative, quelle est la teneur en eau de mon matériau? Si le matériau que vous allez mettre en œuvre diffère de celui qui est renseigné dans le tableau là, mais reste relativement proche, donc est inférieur, par exemple, en termes de teneur en eau, ou même supérieur, généralement, ça peut mener à certains problèmes. S'il est inférieur, généralement, ça ne posera pas de problème parce que sa conductivité thermique va moins évoluer en fonction de l'humidité à laquelle il est exposé. Donc, je dirais que c'est assez malheureusement difficile de valider une fiche technique avec l'outil à côté, mais qu'il est important de contacter le fabricant pour lui dire, voilà, je souhaiterais m'assurer que votre matériau répond à cette teneur en eau, par exemple à 95%. Généralement, les fabricants ont accès à l'information. Ils ne sont pas au courant que c'est important de la publier parce qu'ils ne savent pas que ça peut être utilisé dans le secteur. Mais on commence à avoir quelques changements à ce niveau-là. Donc, j'espère que d'ici quelques années, on commencera à avoir accès à ce genre d'informations. J'espère avoir répondu à la question. Si pas, je pense que ça a été dit plusieurs fois. N'hésitez pas à envoyer un mail aussi à l'adresse serviceigro@maisonpassive.be. Je peux répondre de manière peut-être plus détaillée à certaines questions aussi. Alors, une autre question, Benjamin, c'est quelle est à peu près la durée de vie d'un traitement hydrofuge sur une façade extérieure? On annonce 10 ans généralement, ça dépend honnêtement de l'efficacité du traitement. Donc, ici, on a considéré une efficacité de 100%. C'est contrôlé par le CSTC, c'est renseigné dans les fiches techniques. On a des traitements hydrofuges qui sont inférieurs à une efficacité de 100%. Donc, ils annoncent 90% par exemple. Donc, en fonction de l'efficacité du traitement initial, en fonction de son exposition aux éléments naturels, donc le vent qui peut, par transport de petites particules, avoir un effet d'érosion sur le traitement. Et aussi la profondeur à laquelle, donc c'est la qualité de mise en œuvre en fait du traitement ici. Généralement, un traitement hydrofuge, on pulvérise jusqu'à vraiment ce qu'il y ait une absorption, une saturation même de la brique de ce matériau-là. Et donc, on vise généralement à avoir 1 centimètre de brique qui est bien imbibé de ce traitement-là, en fait. Et donc, le traitement, il est dans les pratiques, on va dire, il est à contrôler tous les 5 ans. Il se contrôle via donc la petite pipe de verre que je vous ai montré tout à l'heure, le test de Karsten. Voilà, on colle la pipe, on met de l'eau dedans. Si ça absorbe un peu d'eau, c'est que le traitement perd de son efficacité. Donc, on fait un contrôle tous les 5 ans et au maximum 10 ans après, ça doit être remplacé. Il y a des traitements qui sont remplacés tous les 5 ans parce que leur efficacité n'est plus jugée correcte. D'autres qui tiennent bien plus longtemps. Et alors, une dernière chose par rapport au traitement hydrofuge, c'est bien mentionné aussi ici dans l'outil, mais j'insiste dessus, il faut bien distinguer traitement hydrofuge de traitement filmogène. Le traitement hydrofuge bloque l'absorption d'eau liquide, mais laisse passer la vapeur d'eau. Le traitement filmogène, il bloque les deux. Et donc, si on bloque la migration de vapeur d'eau vers l'extérieur, on risque de l'avoir s'accumuler dans la paroi et potentiellement dans l'isolant.
Donc, il faut bien distinguer les deux et faire attention à ce qu'on demande. Ok, alors une autre question, Benjamin, qui nous a été posée, c'est à savoir, quid des isolants capillaires actifs. En fait, donc, c'est quelque chose que nous envisageons. Vous avez peut-être vu d'ailleurs la question dans le sondage, mais si tu peux en tout cas donner un avis par rapport à leur usage. Donner un avis maintenant, non, je ne voudrais pas parce qu'on n'a jamais eu vraiment l'occasion de les étudier dans le détail. Donc, ils sont effectivement annoncés comme des isolants très intéressants parce qu'ils ont une capacité d'absorber beaucoup d'eau et de ne pas avoir de variation de leur performance en fonction de la quantité d'eau absorbée. Donc ça, c'est ce qui est annoncé. On a ici dans le logiciel étudié accès à des informations, des données techniques sur ces matériaux-là. Parce que les développeurs du logiciel, qui est Fraunhofer en Allemagne, c'est aussi un institut de recherche qui est un laboratoire qui teste les performances réelles de ces matériaux-là. Donc, dans la base de données, on a accès aux données réelles de ces matériaux et notre souhait est de poursuivre le développement de cet outil-là et d'inclure du coup les isolants comme capillaires actifs pour valider leur comportement réel. Bon, via une simulation, évidemment, voilà. Mais à la base, les données sont réellement issues d'un test en laboratoire. Il fallait faire des choix en termes d'isolant pour cette première version de l'outil. Mais donc, c'est dans les propositions du sondage, justement, d'étudier ce genre de matériaux-là. Par rapport aux matériaux choisis pour l'étude en particulier ici, une autre question aussi, c'est pourquoi on n'a pas ici déjà traité les polystyrènes? Il faut dire que tout ce qui est polyuréthane, donc pur, pire, polystyrène, ce genre de choses, globalement, n'ont pas un comportement hygroscopique important. Ils n'en ont même quasiment pas. Ce sont des structures poreuses, mais à cellules fermées. Donc, il y a peu de migration de vapeur d'eau à travers ce genre de matériaux. Et surtout, ils n'ont pas la capacité de stocker de grandes quantités d'eau. Du coup, ils sont généralement peu problématiques pour l'utilisation en isolation par l'intérieur. Du coup, on a ici surtout choisi de présenter les panneaux de polyuréthane et de pire pour voilà, se pencher sur l'utilisation de ce genre de matériaux. Et encore et toujours parce qu'il fallait faire un choix sur la quantité de simulation à réaliser. Il faut bien avoir conscience que pour chaque matériau, il y a une variante sur la membrane, une variante sur le matériau de finition, une variante sur l'orientation. Donc ça fait très très vite beaucoup de simulations à réaliser, à analyser, éventuellement à compléter avec des études si les résultats sont inquiétants, on va dire, et ensuite à vulgariser graphiquement dans l'outil. Donc voilà, on a fait des choix encore et toujours, mais notre souhait est vraiment de continuer le développement de cet outil et de le rendre disponible pour de plus en plus de matériaux. Ok, alors aussi une autre question qui est, il y a quand même voilà, plusieurs années d'expérience d'isolation de murs par l'intérieur avec des isolants type boîte de cellulose dans des caissons fermés par de l'OSB pour lesquels on n'observe pas nécessairement de problème depuis toutes ces années. Voilà, qu'est-ce qui pourrait expliquer la différence entre les résultats qu'on obtient ici et ces expériences sur le terrain plutôt Alors, positives? les conditions à laquelle sont soumises les parois, ça peut légèrement varier de ce qu'on a considéré comme hypothèse ici, en termes de climat intérieur, en termes de climat extérieur, de protection à la pluie, au vent, au soleil, l'épaisseur aussi réelle de cellulose. Nous, on a fait un monitoring d'une paroi en briques isolée par l'intérieur, mais l'épaisseur de cellulose n'était que de 10 cm. Donc, effectivement, avec une telle épaisseur, on conserve encore une certaine quantité de déperdition thermique qui réchauffe la paroi et qui, du coup, font qu'à l'interface mur existant et isolant, on n'a pas une humidité relative extrêmement élevée. Donc, ça ne mène pas à des teneurs en eau élevées dans le matériau et donc à une grosse variation de ses performances thermiques. Donc, je dirais que ça repose surtout sur les différences entre la simulation et la réalité, simplement, que ce soit au niveau des hypothèses, des performances réelles des matériaux et des situations réelles donc, de cette paroi-là. Majoritairement, je pense. Ouais. Okay. Alors, la petite information, certaines personnes nous posent des questions de cas assez spécifiques, de cas de figure très précis. Pour ces personnes-là, je vous suggère de poser votre question par email à l'adresse serviceigro@maisonpassive.be. Voilà, parce que pour les cas un peu plus particuliers, on vous répondra aussi peut-être de manière plus particulière qu'ici de manière générale. Oui. Je voudrais compléter ce que je viens de dire. C'est vrai de revenir. Dans l'outil ici, on a fait en encart, je pense, dans les premières pages, sur le cas particulier de la cellulose. Et ça va aussi répondre à la question qui vient d'être posée. Sur le marché de la cellulose, il y a des matériaux qui ont des performances très, très différentes. Donc, dans la cellulose, si je ne dis pas de bêtises, si je me souviens bien, c'est le sel de bore qui est utilisé comme retardateur au niveau de l'incendie qui influence l'isotherme de sorption de ce matériau-là, donc sa capacité à stocker l'humidité.
Et on a des fabricants qui nous disent « Moi, la teneur en eau de ma cellulose ne peut pas dépasser 16%. » D'autres nous disent « C'est même carrément 25% ou 50%. » Donc, on a des celluloses sur le marché qui ont des comportements à l'humidité très, très différents. Ça peut expliquer aussi la raison pour laquelle, dans les simulations qu'on a considérées ici, on a des résultats très différents d'un monitoring ou d'une situation réelle, parce qu'il il faut voir si le matériau qui a été mis en œuvre correspond à celui qui a été simulé ici, surtout pour la cellulose. En page 4, on me dit, voilà. En page 4, il y a un encart en bas à gauche, si je me souviens bien, qui parle de ça. Alors, je vois quelques questions qui relèvent pour moi vraiment du principe de propagation de la vapeur d'eau dans le mur de l'intérieur vers l'extérieur. Enfin, donc, il y a la question de l'ouverture et la diffusion de vapeur de l'intérieur vers l'extérieur. Je ne sais pas, peut-être du coup, tu peux redonner un petit mot général par rapport à ça. Le concept, le principe physique qui fait que la vapeur d'eau migre de l'intérieur vers l'extérieur. Et que le matériau intérieur doit être plus ouvert que le matériau extérieur. Oui. De ce qu'on cherche globalement à faire, donc d'abord, en termes de migration de vapeur d'eau, c'est globalement la température qui va influencer la pression de vapeur d'eau. Donc, c'est la quantité de molécules de vapeur d'eau présentes à un endroit dans la paroi et qui est mis en relation par rapport au maximum que cet air peut contenir à la température donc, où on se trouve. Et donc, cette pression de vapeur d'eau par rapport au maximum qui peut être contenu, c'est ce qui exprime en fait l'humidité relative. C'est ça qui donne la quantité de vapeur d'eau qu'on peut retrouver dans une paroi. Et donc, en fonction de la température à l'intérieur du bâtiment et à l'extérieur du bâtiment, on peut avoir un cycle de vapeur d'eau qui migre de l'intérieur vers l'extérieur. Et à d'autres moments de l'année, s'il fait plus chaud et plus froid à l'intérieur, on a un cycle qui peut s'inverser. Et donc, ce qui est important de faire ici, c'est de laisser la paroi respirer et faire en sorte, généralement, comme la plupart du temps, les températures plus chaudes à l'intérieur qu'à l'extérieur, faire en sorte que la vapeur d'eau migre vers l'extérieur. Et donc, le type de matériaux utilisés, certains matériaux, comme je le disais, donc, via leur isotherme de sorption, ont une capacité à stocker l'humidité, à s'opposer au passage de l'humidité. Et donc, on doit faire attention à ce que de l'intérieur vers l'extérieur, on ait des matériaux qui successivement laissent passer la vapeur d'eau, permettent éventuellement de la stocker. Donc, c'est le cas de tous les matériaux biosourcés. Ils ont cette capacité de stocker de l'humidité et puis éventuellement de la réémettre vers l'intérieur quand les conditions de température et de pression de vapeur s'inversent. Voilà, je ne sais pas si... Oui, je vais encore relayer 2 questions. Moi, si la réponse n'est pas complète ou pas claire, n'hésitez pas à écrire. Oui, à nous écrire donc à l'adresse serviceigro@maisonpassive.be. Là, il y a une question, donc est-ce qu'on peut conclure que si on n'hydrofuge pas le mur à l'extérieur, on évite carrément l'isolation par l'intérieur? Est-ce que l'hydrofugage de la paroi extérieure est absolument nécessaire donc à l'isolation par l'intérieur? Par mesure de précaution, j'aurais envie de répondre oui. Il y a la possibilité toujours d'effectuer ces tests d'absorption et d'inclure le résultat de ce test directement dans le logiciel, donc qui permet ça. Et donc le logiciel peut ensuite calculer sur base de la situation réelle le comportement hygrothermique de la paroi et dire si oui ou non la quantité d'eau absorbée pose problème ou pas. Le souci, c'est que ce test est généralement réalisé sur quelques briques, sur quelques joints, mais jamais sur l'entièreté de la façade, ce qui est physiquement presque impossible. Du coup, c'est toujours un peu dangereux de se dire il y a des endroits de la façade qui sont plus exposés au vent que d'autres, et donc par phénomène d'érosion, on peut avoir une brique qui est plus endommagée que l'autre. Donc si on se limite à tester la brique à certains endroits uniquement, on peut peut-être négliger certaines surfaces de la paroi qui sont plus problématiques en termes d'absorption d'eau. Donc le réflexe, c'est de dire oui, protégeons la brique existante de la pluie, parce qu'on ne sait pas évidemment quelle est sa performance réelle. D'autant plus qu'on pourrait avoir dans certains cas une brique ou un joint qui montre une performance à l'absorption relativement correcte, mais elle absorbe quand même un peu, et avoir une brique derrière dans le mur qui elle, est beaucoup plus absorbante et celle qui va vraiment capter toute l'eau et la rediffuser vers l'intérieur de la paroi. L'inverse peut aussi se présenter. On peut avoir une brique extérieure apparente très très absorbante et un mortier qui est utilisé derrière ou une brique qui a toujours été protégée du vent et donc présente moins d'absorption. Donc c'est un peu difficile de statuer et finalement, juste par précaution, par sécurité, on a envie de proposer le traitement hydrofuge ou toute autre protection à la pluie. Donc un bardage bois, un bardage avec des ardoises ou même une couleur, une peinture, un badigeonnage ouvert à la diffusion de vapeur d'eau très important. C'est quelque chose qui peut protéger de la pluie et qui peut tout à fait servir aussi comme alternative au traitement hydrofuge.
Ok, alors toujours dans les questions relatives aux matériaux possibles et donc qui n'ont pas nécessairement été étudiés ici, la question des mousses projetées sur les murs. Alors il y a des variantes, hein, il y a des mousses Ouais. type Il synthétique y et a des des mousses mousses à naturelles. cellules ouvertes et des mousses à cellules fermées. Et donc déjà ça fait une très grosse différence, puisque je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les matériaux qu'on met en œuvre, qui doivent être ouverts ou fermés à la diffusion de vapeur, ont un rôle dans le comportement hygrothermique de la paroi. Donc ces mousses projetées, il faut encore et toujours se renseigner sur ces caractéristiques techniques. Donc on pourrait comparer ça à un polyuréthane, mais qui a une ouverture à la vapeur plus importante et peut-être une teneur en eau comparable à la cellulose, par exemple, sur l'exemple ici. Donc, c'est très. Je vois très bien le produit dont il est question. Et généralement, cette firme-là propose 2 types de produits. Donc, il faut faire attention à ce qu'ils proposent, demander les fiches techniques, vérifier l'ouverture et la diffusion de vapeur et leur demander son comportement à l'eau en présence d'humidité relative assez importante, minimum 95%. C'est une réponse qui est extrêmement frustrante, et ça, je l'entends bien, parce que même nous, ici, quand on travaille sur ces expertises-là, obtenir les données, c'est quelque chose de très, très difficile, qui demande beaucoup, beaucoup de discussions et d'énergie pour les convaincre parfois aussi. Donc, voilà. Alors, peut-être en guise de dernière question, est-ce qu'on peut extrapoler les résultats de cette brochure à des murs pleins en pierre? Pour peu que ces murs pleins en pierre, et ce qui est généralement le cas pour la pierre, présentent bien une absorption à l'eau extrêmement réduite. Donc, extrêmement réduite, ça veut dire un coefficient A d'absorption qui soit inférieur à 5 millième, 0,005. En gros, la grosse différence, c'est de se dire que ce mur en pierre, la pierre naturelle, généralement, est très, très peu absorbante à l'eau, et donc ça revient à dire qu'on a un traitement hydrofuge en place. Donc, si c'est le cas, ça pourrait fonctionner. Ce qu'il faut vérifier aussi, c'est que cette pierre est bien ouverte à la diffusion de vapeur, comme le pourrait être une brique, ce qui est moins le cas, parce qu'une brique est plus poreuse, et donc facilite la migration de vapeur. Donc, j'aurais tendance à dire qu'il faudrait tester la pierre. On a déjà eu des projets, nous ici, on a testé avec le tube de Karsten des pierres naturelles, pierre calcaire, très peu absorbante. Par contre, la problématique se situe au niveau du cimentage utilisé pour les joints, qui lui était extrêmement absorbant. Donc finalement, on a un matériau, la pierre, qui ne pose pas de problème, mais on a un cimentage qui lui pose problème. Et c'est d'autant plus dommage que le cimentage est continu de l'intérieur vers l'extérieur, à peu de choses près. Donc on a un mur plein, on peut faire un chemin continu entre intérieur et extérieur via le cimentage, via le joint. Donc si lui est fort absorbant, c'est pas extrêmement recommandé. Je ferai attention en tout cas, et par précaution, je dirais, de faire une étude pour être certain. Ok, voilà, je pense que pour rester dans le timing, en fait, on va en rester là. Je pense que quelques questions n'ont pas été abordées ici oralement. Donc, comme dit, les plus spécifiques à des cas particuliers, à des cas concrets, on vous suggère de les reposer par mail. Voilà, et si d'autres questions vous venez par après, à la lecture de documents notamment, n'hésitez pas à nous recontacter. Ça a été dit dans le chat, mais donc en tant que participant aujourd'hui, vous recevrez le PowerPoint, enfin, donc la présentation d'aujourd'hui ainsi que le replay du webinaire. Et donc voilà, Benjamin, je te laisse le mot de la fin pour. Simplement, merci à tous pour votre participation, en espérant que l'outil vous aura convaincu, vous sera utile au quotidien, c'est le plus important pour nous. Et on le répète, surtout si dans l'utilisation, vous avez des commentaires, des remarques, des suggestions d'amélioration, n'hésitez surtout pas à nous en faire part. C'est ce qui nous permet de faire évoluer ici au quotidien notre travail. Voilà. Merci à tous, bon après-midi et à très bientôt. Et n'oubliez pas le sondage, donc si vous ne l'avez pas encore fait, complétez-le avant de nous quitter. Voilà, ce serait vraiment, vraiment sympa. Donc merci beaucoup et au revoir. À bientôt.